Bonjour Adam, merci de nous Salut, rejoindre pour Fanny. cette deuxième édition du sommet. Je suis très heureuse de te réaccueillir encore une fois parce que tu étais déjà présent l'année dernière. Et oui, déjà présent sur le premier. Et écoute, vraiment plaisir partagé. Franchement, c'est un super rendez-vous. Et puis j'espère qu'on va continuer de le faire d'année en année. Franchement, c'est super sympa. Donc merci à toi de Merci, l'invitation. merci beaucoup, c'est super cool. Est-ce que je vais mettre ta chaîne pour ceux qui veulent te suivre? Et puis, donc, je le rappelle, si vous n'avez pas déjà vu les autres vidéos du sommet, vous avez juste à scanner le QR code et vous allez être redirigé directement sur la chaîne YouTube de Adam. Alors Adam, je vais te laisser présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah moi c'est Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. J'ai lancé la chaîne YouTube il y a de ça maintenant 2 ans parce que bah voilà, si vous voulez la petite histoire, en fait moi ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans maintenant que je suis libre financièrement grâce au marché crypto-monnaie et à différents projets entrepreneuriaux que j'ai lancés et j'ai toujours en fait eu cette passion de transmettre mes stratégies, mes connaissances et mes compétences dans certains domaines. Donc j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube. Donc clairement pour les personnes qui veulent, n'hésitez pas à aller suivre, hein, le petit lien il est juste là. Ça va vous permettre du coup d'accéder à mes vidéos. Je fais des analyses techniques du marché crypto-monnaie pour que chaque personne qui a encore un petit peu de mal à essayer de se repérer, à comprendre un petit peu qu'est-ce que fait le marché crypto et quelle direction est-ce qu'on pourrait essayer de prendre, tout simplement pour essayer de vous éclairer et puis vous aider sur la lecture un petit peu du marché crypto-monnaie. Donc voilà, si vous avez envie un petit peu d'avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles stratégies aussi sur le marché crypto-monnaie, parce que j'ai une vision un petit peu décalée de ce qu'on voit habituellement. J'utilise pas uniquement l'analyse technique, j'utilise aussi beaucoup l'analyse psychologique. Et le gros de mon travail, en fait, c'est vraiment d'analyser les gros portefeuilles. C'est les personnes qui aujourd'hui ont la capacité de réaliser certains mouvements sur le marché crypto-monnaie, de faire bouger le marché à leur guise. Et donc moi aujourd'hui, je me suis vraiment créé une expertise dans l'analyse de ce qu'elles font pour pouvoir essayer d'être dans le même sens qu'eux, quoi. Quand elles achètent, on achète. Quand elles vendent, on commence à vendre, etc., etc. Voilà pour une petite présentation de moi et de ce que je fais en grande partie. Et puis, j'invite vraiment les gens à aller te suivre parce que vraiment, tes analyses sont très pertinentes. Moi, je trouve, je te suis depuis très longtemps, depuis presque le début de ta chaîne, en fait. Et puis, j'aime vraiment bien ta façon d'analyser. Alors après, il y a tout ce qui est analyse fondamentale, mais ça, on n'en parle pas. Mais pour l'analyse technique, je trouve que c'est très pertinent ce que tu dis. Donc Merci beaucoup. j'encourage les gens à te suivre. Voilà. Alors, maintenant, on va passer dans le vif du sujet, puis je vais te poser la première question. Donc, je le redis encore pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, d'ailleurs, allez les voir. Mais sinon, la première question, en fait, c'est pour savoir comment tu investis. Alors, c'est plus en termes de holding, mais ça peut être aussi pour le trading, il n'y a pas de problème. Donc, quelles sont tes techniques, tes stratégies, tes astuces? Et en fait, pourquoi je demande ça? Donc, je le redis. Allez voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. C'est parce que il existe autant de stratégies ou de profils d'investisseurs qu'il n'existe d'investisseurs. Et vous allez voir que on a tous des réponses différentes au sommet. On n'investit pas tous de la même manière. Et donc, j'aimerais avoir ton profil à toi, Adam. Ouais. Alors, moi, comme je l'ai un tout petit peu déjà introduit au tout début, c'était tout simplement que moi, j'analyse les gros portefeuilles. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de comprendre quelles sont les stratégies que ces gros portefeuilles ont. Donc, qu'est-ce qu'elles regardent, quels indicateurs, quelles indications. Et donc, moi, personnellement, aujourd'hui, ce que j'utilise énormément, ça va être la psychologie du marché. C'est quelque chose qui va me donner des indications à la fois d'achat, mais aussi de vente. Et là, je parle pas en trading, je parle vraiment bien en investissement. Mon objectif, c'est toujours clair et net, c'est d'essayer de vendre quand il y a trop d'euphorie sur le marché, quand tous les investisseurs sont gagnants, quand tout le monde pense que c'est le moment de continuer d'envoyer encore plus d'argent sur le marché crypto-monnaie parce que ça va faire encore x5, x10, etc. Donc ça, c'est tout simplement parce que généralement, on a déjà eu un gros mouvement aussi. Quand on a un gros mouvement aussi et que tous les portefeuilles sont dans le vert, tout le monde pense que le marché va continuer comme ça ad vitam aeternam et finalement, c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça que voilà, moi, dans la psychologie du marché, je commence à vendre quand les gens sont dans l'euphorie, voire dans l'extrême euphorie, et je commence à acheter au contraire quand on est dans la peur et dans l'extrême peur. Donc quand tous les investisseurs
investisseurs ont peur d'acheter, ils pensent que ça va partir plus bas, ils pensent qu'on n'a toujours pas trouvé le bottom, c'est dans ces moments-là où je commence personnellement à essayer de trouver des opportunités d'achat. Donc c'est assez simple, hein, en fait. Si on regarde, quand on est dans la peur, c'est qu'il y a eu une correction, quand on est dans la joie, c'est qu'il y a eu une hausse. Et donc moi, je fais en sorte d'utiliser ce qu'on appelle la psychologie inversée. Donc tout simplement, la psychologie de masse du marché crypto, quand 90 ou 70% des investisseurs pensent qu'il va se passer quelque chose, la majeure partie du temps, il se passe l'inverse. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise en partie la psychologie inversée. Après, j'utilise pas mal d'autres indications, évidemment. En termes d'investisseurs purs et durs, je vais utiliser, du coup, comme je l'ai dit, l'analyse de la psychologie du marché. Ensuite, je vais utiliser l'analyse fondamentale, évidemment, hein, pour m'assurer des projets sur lesquels je vais investir, pour m'assurer aussi de leur viabilité, leur fiabilité et leur capacité à se développer sur le long terme. Et ensuite, je vais utiliser aussi l'analyse de la tokenomics. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est souvent un peu bafoué par la plupart des investisseurs. C'est tout simplement la manière dont est gérée la supply totale d'une crypto-monnaie. Donc, si vous ne comprenez pas ce terme, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est juste de savoir comment est-ce que en fait est gérée la distribution d'une monnaie et est-ce qu'elle est distribuée quotidiennement, est-ce qu'il y a certains effets de burn, on appelle ça. Donc, on diminue en fait l'offre qu'il y a sur un certain projet crypto-monnaie. Donc voilà les trois outils principaux. Et puis après, comme dit, j'utilise aussi l'analyse technique. J'analyse les graphiques et je fais en sorte de toujours m'assurer d'acheter après des corrections, d'acheter après qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont vendu, ce qu'on appelle des liquidations baissières. Et évidemment, de l'autre côté, je commence à vendre quand on commence à avoir des indications où il y a plus de force dans le mouvement. Donc si vous voulez tout simplement essayer de définir ma stratégie en quelques mots, c'est tout simplement que j'analyse la force dans le mouvement. Quand on a de la force acheteuse, je fais en sorte d'être déjà investi dans le marché crypto pour pouvoir avoir la performance haussière. Et quand on perd de force acheteuse et qu'à l'inverse, il y a trop de force vendeuse, à ce moment-là, je commence à vendre parce que potentiellement, les vendeurs vont commencer à essayer de reprendre la main. Donc voilà, pour essayer de résumer un petit peu comment est-ce que je déploie ma stratégie d'investissement. Est-ce que tu nous as parlé beaucoup donc, de psychologie inversée? Donc, je sais que tu utilises le Fear and Greed Index, mais est-ce que tu utilises d'autres choses, d'autres indices ou d'autres petites astuces pour tester un peu sonder l'opinion de masse finalement? Ouais, alors le Crypto Fear and Greed, en fait, ça va être mon indicateur principal. C'est lui que je vais utiliser en général parce qu'en fait, il va prendre plusieurs indications, plusieurs indicateurs. C'est un peu comme une intelligence artificielle qui va essayer de choper des informations un peu partout et qui va nous résumer la psychologie générale du marché crypto. Après, moi, j'ai la chance d'être youtubeur et d'avoir des réseaux. Donc, quand j'en parle sur Telegram, dans les commentaires sur YouTube, en fonction de mes vues, en fonction de tout ça, je peux aussi savoir tout de suite si on est plutôt dans une psychologie d'excitation du marché ou si au contraire, on est plutôt dans un délestement du marché. Donc ça aide aussi. Mais aujourd'hui, clairement, le Crypto Fear and Greed te permet directement de savoir dans quelle zone est-ce qu'on se trouve selon son principe. Donc l'extrême peur, la neutralité, la joie et l'extrême joie. Donc ça nous donne clairement les bonnes indications et il prémâche en fait ce travail puisque il te donne sur une petite roue de manière très simple quel est l'état psychologique de la globalité du marché crypto, quoi. Exact. Alors, si vous voulez en savoir plus, moi, je vous invite, d'ailleurs, je vais vous remettre tout de suite son petit lien. Voilà, je vous invite vraiment à le suivre parce qu'il vous explique tout ça sur sa chaîne de manière vraiment facile. C'est facile à suivre, c'est smooth. Moi, j'adore tes vidéos. J'essaye un maximum d'y intégrer de la pédagogie pour que ce soit le plus simple et compréhensible possible. Parce que voilà, je sais que c'est un domaine qui paraît compliqué déjà. Donc si on continue de pas vouloir le vulgariser, de pas vouloir mettre des mots simples sur ces connotations compliquées, c'est sûr que il va y avoir de moins en moins de monde qui vont s'y intéresser. Et c'est pas l'objectif. Au contraire, vu que ça permet de réaliser des vrais résultats, il faut essayer de le vulgariser. Il faut surtout essayer de casser cette barrière du vocabulaire. C'est souvent ça, la grosse problématique. Les gens ont peur d'une compétence, d'une connaissance, tout simplement parce que le vocabulaire pour eux est trop compliqué. Donc le but, c'est d'essayer de le vulgariser, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est d'ailleurs pour ça que là, regarde, je vais prêcher pour ma paroisse. Parce qu'effectivement, moi, je suis spécialisée pour apprendre justement la vulgarisation, si je puis dire, et justement les termes, expliquer le vocabulaire, etc. Donc, je vous mets mon adresse sur YouTube qui défile en bas, là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à moi aussi, qui est Crypto Formation Continue. Voilà. Une dernière question avant de passer à celle d'après. Est-ce que tu fais autant de holding que de trading? Est-ce que tu es plus dans le trading? Est-ce que tu es plus dans le holding? Ouais. Comment
Alors moi j'ai une répartition qui est assez intéressante. Donc ça c'est celle que en plus j'ai déjà donnée l'année dernière. Je faisais une répartition à 85% de mon capital en investissement et 15% en trading. Ça suffit largement. Après, évidemment, ça dépend toujours des capitaux de certaines personnes. Mais moi, 15% aujourd'hui en stratégie de trading, ça me suffit largement pour essayer de dégager des revenus intéressants. Maintenant, il faut savoir que cette année, je suis dans une optique un petit peu différente. C'est peut-être parce que j'ai moins le temps aussi. Donc, évidemment, le trading, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Et si on veut faire les choses trop rapidement et pas y passer assez de temps, on n'aura pas de résultat. Donc, moi, vu que j'ai beaucoup moins de temps sur cette année, clairement, je vais un petit peu diviser ça encore une fois et je vais repartir plutôt sur 95% de mon capital en investissement et plus que 5% en trading, juste pour essayer pour essayer d'attraper certaines variations court terme que je peux déceler. Mais aujourd'hui, j'ai plus réellement le temps et surtout en fait, vu que là, on a eu entre guillemets potentiellement la chance d'être encore là dans le marché crypto après un énorme bear market, après une très grosse correction, on a beaucoup plus de performances à réaliser en essayant de trouver des belles zones de prix moyen, long terme, comme on peut les avoir en ce moment pour un an et demi, 2 ans, sur tout le bull run complet. Donc clairement, je commence et je continue encore et encore à réduire mon exposition de trading et à continuer d'allouer ça plutôt sur de l'investissement moyen, long terme. Comme dit, moi, j'essaye vraiment quand même de jouer sur les cycles. Donc fin du bull run, je sortirai, j'aurai tout mon capital qui sera sorti avec mes stratégies de sortie de position. Mais en tout cas, j'ai toujours cette vision d'un an et demi, 2 ans et je me prépare un petit peu avant le halving du Bitcoin, quoi. Ouais, c'est très bien, super. Mais ben non, c'est très bien, c'est parfait. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est pour ça. Mais bon, comme je leur dis dans chacune de mes vidéos, je vais arrêter. Eh ben, on doit le rabâcher ensemble et c'est bien, on va leur faire comprendre. Est-ce que tu pourrais nous donner une de tes plus belles réussites, quelque chose qui t'a marqué, dont tu es fier, puis qu'est-ce que tu as appris de ça et pourquoi t'en es fier en fait, pourquoi c'est ta réussite? Ouais. Alors quand tu dis une réussite, est-ce que tu parles d'une réussite en tant qu'investisseur, donc des performances que j'ai pu réaliser sur un portefeuille, ou plutôt en général avec ce que je fais, mes différentes activités, une de mes plus grandes fiertés à ce niveau-là? C'est plus dans l'investissement, mais après, un investissement est un investissement, peu importe celui que tu choisis. Ah oui, d'accord, ok. Évidemment, moi aujourd'hui, la chose de laquelle je suis le plus fier, c'est vraiment d'avoir investi à la fois du temps, à la fois de l'énergie pour essayer de développer des stratégies, des connaissances, des compétences de manière autonome. Hein, je fais vraiment en sorte de me dissocier de tout ce qu'on peut voir sur Internet, sur YouTube ou quoi que ce soit. Je veux ma propre stratégie et je suis uniquement ma propre stratégie. Et donc, de quoi je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir clairement réussi à mettre en place une stratégie moyen long terme hein, pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps, mais une stratégie qui est adaptée à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut, de son côté, déployer cette stratégie sans avoir forcément beaucoup de connaissances, sans avoir forcément beaucoup de temps à y consacrer. Et donc aujourd'hui, clairement, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est de pouvoir accompagner toutes les personnes, tous mes clients, toutes les personnes que j'accompagne au quotidien et de leur permettre d'obtenir des résultats sur le marché crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, le marché crypto-monnaie, je m'en rends beaucoup compte quand j'ai des gens au téléphone, sur YouTube ou quoi, il y a beaucoup de personnes qui ont franchement un capital plutôt intéressant à positionner sur le marché crypto-monnaie, mais qui n'ont aucune connaissance ou aucune stratégie, qui ne savent pas où ils veulent aller, ils n'ont pas de réel objectif défini, etc. Donc, je sais qu'à chaque fois que je vais accompagner une personne, premièrement, je vais lui permettre d'obtenir des résultats, mais surtout, deuxièmement, je lui ai potentiellement évité de grosses pertes sur le marché crypto-monnaie. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les plus de 650 personnes que j'ai accompagnées, ça m'a demandé du temps, de l'énergie, mais c'est clairement aujourd'hui ma plus grande réussite et ma plus grande fierté sur cette partie, en tout cas, d'investissement de temps ou d'investissement d'énergie, quoi. Et de les voir réussir aussi, du coup. Tout à fait, mais ça c'est justement ça la plus grande réussite, c'est évidemment de pouvoir les accompagner, mais de voir chaque semaine, chaque mois, à chaque fois que je les ai au téléphone par exemple, de pouvoir voir de la manière dont ils me parlent, tu vois, ils commencent à me parler de manière différente, ils commencent à mieux comprendre, ils commencent à même finir mes phrases, donc tu sens que voilà, il y a vraiment une évolution qui commence à se faire au niveau de leur connaissance et de leur vision aussi du marché crypto-monnaie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise vision tout simplement parce qu'ils essayent de transplanter la vision qu'ils ont de la bourse traditionnelle, du forex, donc du trading, on va dire un petit peu plus sur du marché traditionnel et ils pensent que c'est exactement les mêmes stratégies sur le marché crypto et que c'est la même vision à avoir. Sauf qu'en réalité, non, c'est pas du tout la même chose. Le marché est complètement différent et il fonctionne vraiment sur des principes complètement différents. Et donc, c'est pour ça que quand je leur ouvre les yeux, vraiment, ça me fait plaisir et surtout quand je vois qu'ils sont des résultats, c'est sûr. Et puis, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo
pardon, parce que tu vas nous parler de ça un petit peu plus en détail, justement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, d'ailleurs, j'ai quelque chose pour eux et ça va vraiment leur permettre de pouvoir passer à l'étape supérieure dans leur investissement et de pouvoir être beaucoup plus serein. Donc, clairement, attendez qu'on vous en parle tout à l'heure. Vous allez vraiment apprécier. Super, oui, oui, restez, restez. Alors, maintenant que tu nous as parlé de ta plus belle réussite, est-ce que tu peux nous parler de ta pire erreur? Mais surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu as appris et comment tu as rectifié le tir? Ouais. Bah, ma pire erreur en soi, c'est une erreur de trading. Souvent, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Ça a été une prise de position sans réellement sécuriser le capital et la position que je prenais. Donc, avec des effets de levier aussi, sur des altcoins en plus à petite capitalisation. Donc, je peux parler en chiffres, hein, clairement. J'ai perdu 17 000 $ en l'espace de, je crois, 2-3 heures, quelque chose comme ça. Donc, ça va vite. Ça peut faire mal, ça peut faire peur aussi. Mais en soi, ça m'a mis une grande claque, mais une claque qui m'a servi de leçon surtout à comprendre que aujourd'hui, quand on veut vraiment s'atteler au trading, que ce soit avec du levier, avec n'importe quelle position qu'on souhaite prendre à court terme, évidemment, il va falloir commencer à mettre en place une bonne stratégie, ce qu'on appelle du money management. Donc, c'est le fait de toujours sécuriser ses prises de position. Et surtout, c'était un moment où je commençais en fait à avoir de l'impatience. Et l'impatience, c'est la pire chose, que ce soit en trading, en investissement. En général, l'impatience, c'est la chose qui va être le plus néfaste. Et donc, j'ai pris une position beaucoup trop rapidement, sans avoir toutes mes validations, sans avoir appliqué ma stratégie de money management. Donc, j'ai pris une claque sur ça. Et c'était un moment où, voilà, on sortait de bear market, on a tous eu des pertes. Donc, j'avais envie d'essayer de me refaire, entre guillemets. Et clairement, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça a été une grosse claque. Mais finalement, ça m'a servi beaucoup de leçons. Et puis, tu vois, j'ai rapidement rectifié le tir. Et je continue de plutôt faire grossir mon capital d'investissement et d'utiliser le quelque capital que j'ai sur la partie trading pour pouvoir le faire de manière intelligente une fois de plus et sans gros risque. Donc ouais, ma pire erreur, une belle perte monétaire très rapide. Écoute, de toute manière, on a tous fait plus ou moins cette erreur et puis on le voit, là tu es mon 4e interview, parce qu'on tourne les vidéos à l'avance, comme je l'ai dit, donc on est au mois de juillet. C'est la 4e interview que j'enregistre et on parle tous de la même chose. On a tous fait ce genre d'erreur. Moi, mais tu m'as battu. Moi, j'ai perdu 10 000 € en quelques minutes, comme ça. Donc, ce sont des choses qui sont normales. C'est des choses excuse-moi. C'est normal quand on n'a pas de connaissances. Sauf que le problème, c'est qu'on croit que c'est facile, on croit que c'est simple, qu'il suffit d'acheter à tel moment et de vendre à tel moment, mais le tel moment, il n'est pas facile à trouver, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je tiens vraiment à faire ce sommet, je tiens à ce qu'on tous dans nos chaînes, on parle tous de ça très régulièrement, parce qu'on est sincère quand on vous dit qu'on veut vous empêcher de faire des erreurs, c'est parce qu'on les a déjà toutes faites avant vous. Et qu'on veut vous empêcher de les faire. Clairement. Et puis, c'est toutes ces erreurs-là qui nous ont forgés, qui nous ont permis de développer une expérience, en fait, hein, de mieux comprendre comment ça va se passer, etc. Donc, elles ont été nécessaires, mais elles ne sont pas nécessaires pour les personnes qui, justement, écoutent ces vidéos-là. Donc, clairement, quand on vous dit des choses, c'est pour votre bien. C'est parce que, voilà, on a vu des personnes, on a accompagné des personnes et on sait que c'est une des erreurs majoritaires. L'impatience, ça va être quelque chose qui est très mauvais. Et puis aussi, souvent, quand on essaye d'aller à contre-tendance aussi, c'est vraiment quelque chose qui va être néfaste pour votre capital et pour votre psychologie aussi en tant qu'investisseur, le mindset comme on dit, parce que tout simplement le fait d'aller à contre-tendance et de se faire punir, ça fait qu'on va continuellement essayer d'être borné. On va dire mais si ça va le faire. Et là c'est encore pire qu'une simple erreur. C'est le moment où carrément on s'acharne et on peut perdre beaucoup juste pour avoir raison. Donc l'ego, pareil, en investissement, en trading, c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser de côté. L'ego, c'est quelque chose qui va être très néfaste. C'est ça. Et j'irai même encore plus loin en parlant de gestion d'émotions, parce que l'ego principalement, mais pas que ça, c'est tout ce qui est peur, tout ce qui est ego, tout ce qui est impatience, comme tu as dit. Bon, bref, toutes ces choses-là, c'est sûr que je dirais qu'il y a vraiment 2 choses en investissement, hormis les recherches et les analyses techniques, je parle pas de ça, mais en termes de choses à gérer, donc il y a 3 choses importantes, donc c'est gestion des émotions, le money management et le mindset. Et à propos de ça,
restez bien avec nous tout le week-end parce que on a un invité spécial à la fin du week-end, dimanche soir, qui va justement venir nous parler de cette section-là bien particulière. Donc, tout ce qui est mindset, gestion des émotions, des peurs et tout ça, lui, il est spécialisé là-dedans. Et c'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans les crypto-monnaies, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le psychologique. Donc, c'est un invité spécial. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à dimanche soir parce que ça, c'est très intéressant. Ouais, non, tu l'as dit, hein, clairement, la gestion des émotions, c'est une des choses qui est primordiale. Et puis, chaque personne qui est sur le marché crypto-monnaie vous le dira. Et puis, même vous, si vous êtes encore aujourd'hui, vous allez le comprendre à un moment donné. Il y a des phases euphoriques, il y a des phases de peur, il y a des phases de doute, il y a des phases où au contraire, on est sûr et certain de ce qui se passe. Et donc ça, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience, d'en prendre conscience et de savoir l'analyser. Nos propres émotions, il faut savoir les analyser et pouvoir les utiliser par la suite pour justement rééquilibrer une partie de notre stratégie, quoi. Et puis, c'est vraiment difficile de gérer sa peur parce que, tu vois, même moi, je suis dans le milieu des cryptos depuis 2012, donc je ne suis pas à mon premier cycle, mais même encore à ça, il y a des fois, ce bear market, il y a encore des fois où j'ai encore douté, alors que je sais très bien comment ça fonctionne. Mais ils arrivent tellement à appuyer sur les petits trucs qui vraiment te font peur, de la manière dont c'est fait, dont c'est exprimé, que tu arrives encore à douter. Alors, moi, j'ai 10 ans d'expérience, donc c'est plus facile pour moi de reprendre le dessus. Mais quelqu'un qui débute, c'est normal que vous ayez peur, mais ne vous laissez pas, ne vous laissez pas avoir. Tout à fait. Non, bien sûr. Même avec de l'expérience, il y aura toujours ces moments-là. Mais il faut en avoir conscience. Une fois qu'on en a conscience, normalement, après, on sait gérer un minimum. Et puis après, de toute façon, quand on a peur de quelque chose, c'est quoi? C'est toujours la peur de l'inconnu. Donc, généralement, c'est qu'on va avoir peur parce qu'on n'a pas une vraie stratégie qui est établie. On ne sait pas exactement où on va et comment on veut y aller. Une fois qu'on a ces 3 points-là, normalement, on sait exactement comment gérer ses émotions parce que c'est une stratégie, c'est un plan d'action qui est sur papier, qui va nous dicter nos actions, des achats, des ventes. Et donc, à ce moment-là, en fait, on laisse de côté notre intellect, on laisse de côté ce qu'on pourrait voir tout simplement de notre côté, entre guillemets, d'investisseur et on va se dire, ah, mais si, attends, etc. Le but est clairement d'essayer de se dire, OK, il faut commencer à essayer de se poser et essayer de comprendre clairement dans quelle direction est-ce qu'on veut aller, quel est notre objectif et notre stratégie qu'il va falloir suivre absolument sans laisser justement nos émotions rentrer en compte, sans laisser toutes ces choses-là qu'on peut avoir qui vont nous ronger de l'intérieur, mais qui ne suivent pas au pied et à la lettre notre stratégie, quoi. Alors, je suis à 300% d'accord avec toi. D'ailleurs, encore une fois, je vais prêcher pour ma paroisse. J'ai fait un plan d'action d'investissement justement, comme tu dis, si tu as une bonne stratégie, si tu investis l'argent dont tu n'as pas besoin, que tu as une bonne stratégie, c'est-à-dire que tu protèges des risques élevés avec des risques un peu plus faibles, que tu fais un rebalancement de portefeuille, etc., tu dors bien la nuit et peu importe ce qui se passe, tu ne perdras pas ton capital parce qu'il sera assuré par d'autres investissements moins à risque justement. Donc il faut trouver le bon dosage, il faut bien suivre ce qui se passe, il faut bien rebalancer son portefeuille, etc. Et comme tu l'as dit, il faut avoir un plan d'action et des stratégies. Et ça, vous allez le voir dans tout le week-end. Tous les intervenants disent la même chose, il vous faut une stratégie et un plan d'action. Donc là, je prêche pour ma paroisse. Je vous ai mis le plan d'action que je mets à votre disposition avec une réduction de $30 le temps du week-end. Et je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, Adam, c'est primordial, vraiment. Et d'ailleurs, je te l'avais déjà dit en privé, mais je vais le dire devant tout le monde. Moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, mais j'ai commencé à avoir des stratégies, à mettre en place des stratégies en 2017, mais c'était pas très clair. Et puis surtout, c'était sur un petit morceau de papier dans un coin, puis je laissais ça, tu vois. Puis c'est vraiment toi, en regardant ta chaîne il y a 2 ans, où justement, t'arrêtes pas de parler du plan d'action, t'arrêtes pas de parler des stratégies. Et c'est là où je me suis dit, mais bon sang, mais je vais me faire un fichier, je vais tout mettre là-dedans, je vais faire en sorte que ça soit tout automatique pour que j'ai pas à me casser la tête, que j'ai juste à rentrer mes transactions et tout. Et donc, je te remercie beaucoup, Adam, parce que c'est grâce à toi que ce fichier est né. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et clairement, ouais, t'as bien fait, hein. Il faut commencer à comprendre que voilà, l'investissement, même si ça demande pas énormément de temps, il faut se professionnaliser. Et il y a 2-3 choses comme ça qui sont nécessaires. Avoir une vraie stratégie établie avant d'investir n'importe quel centime, hein. Si vous voulez investir quoi que ce soit, vous devez d'abord savoir au préalable
quand est-ce que vous allez commencer à essayer d'acheter, quand est-ce que vous allez commencer à essayer de vendre et quelle est votre acceptation du risque. Et en fonction de ces 3 points-là, vous pouvez mettre en place une bonne stratégie, une bonne répartition de capital et essayer de vous atteler au marché crypto-monnaie de manière intelligente. Sans ces points-là, clairement, vous allez un peu la tête dans le mur parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les émotions vont rentrer en compte. Si on ne sait pas où c'est qu'on va, imaginons qu'on ait 50 000 $ sur le marché crypto et on n'établit pas d'objectif. On va jamais prendre de profit parce qu'on va se dire, je suis à 200 000, mais je vais aller à 500 000, c'est bon. Et puis après à 700 000 et après, il se passe comme toujours. La correction arrive, le bear market débute et puis à ce moment-là, on n'a aucun profit et au contraire, on peut même être perdant. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours savoir où c'est qu'on va et donner aussi à son cerveau une direction. Ça, c'est extrêmement important. C'est dans la vie en général, mais dans l'investissement, c'est encore plus particulièrement important, je trouve. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, surtout les gens qui font partie de mon groupe privé ou des gens avec qui je discute sur YouTube, et même des intervenants comme Yes Weekend, je ne connais personne, mais personne, c'est zéro. Le chiffre, c'est 0%. Personne n'a pas fait cette erreur. C'est-à-dire que tout le monde a fait cette erreur. Je vais le prendre à l'inverse. 100% des personnes que je connais ont fait cette erreur de ne pas récupérer de profit à temps parce qu'on attend, on veut toujours plus, et au final, on n'a rien. Non, clairement. Nous, tu l'as dit, moi, clairement, aujourd'hui, par exemple, avec les personnes que j'accompagne, je leur donne toujours 2 objectifs définis absolument. Ça va être un objectif qu'on appelle court terme en tant qu'investisseur, 1 an et demi, 2 ans, c'est un objectif court terme. Donc, imaginons que la personne ait 50 000 $, on vise 250 000 $ sur la fin du bull run, donc on fait x5. Et donc, clairement, il faut prendre tous ses profits. Comme ça, il aura ses 250 000 $ pour attaquer le futur bull run. Et quand avec ces 250 000 $, si on revise x5 et qu'il le fait de manière intelligente, il peut passer au million, tu vois. Donc à ce moment-là, il va changer de situation financière, ça va changer la manière dont il vit et ça va changer aussi lui, puisqu'il va potentiellement commencer à avoir une certaine liberté financière. Et pourtant, on est parti de 50 000 $. Et à l'inverse, c'est les personnes qui vont prendre ces 50 000, qui vont pas du tout avoir de plan, pas de stratégie et pas de réel objectif. Ce qui va se passer, c'est comme tu l'as dit, on va partir au-delà des 250 000, puis ils vont penser que ça va aller encore beaucoup plus haut. Et finalement, ils vont avoir beaucoup moins que cette somme-là. Et c'est ça qui fait que par la suite, ils vont pas pouvoir bénéficier des effets cumulés. Le fait de réinvestir à chaque fois tous les gains qu'on réalise, c'est ce qu'on appelle les effets cumulés. Et c'est ça qui permet de réaliser vraiment de créer de passer d'un capital à un réel patrimoine sur le marché crypto ou sur n'importe quel marché en investissement. Exactement. Et puis le stress aussi, c'est-à-dire que quand tu as une bonne stratégie, que tu sais où tu vas et que tu récupères, c'est-à-dire que tu ne perds pas ton capital, peut-être que tu ne fais pas de gain, mais tu gardes ton capital, tu génères pas de stress, tu te rends pas malade avec ça, tu continues à avoir du plaisir et tu te mets pas dans la merde. Donc là-dessus, on est tous d'accord, on aura tous le même discours. C'est génial. Alors, on va continuer avec la question d'après. Alors, pourquoi elle ne s'affiche pas? Voilà. Où est-ce que tu te renseignes? Où est-ce que tu obtiens tes informations pour... Alors, la question était plus pour le holding, mais si tu veux répondre aussi pour le trading, c'est libre à toi. Comme je te l'ai dit, clairement, déjà, le fait qu'on fasse le sommet là en juillet 2023, on est en fin de bear market, potentiellement, on est en train d'essayer de faire un départ de bull run. Donc, ce qu'il va falloir être sur quoi il faut s'intéresser en ce moment, c'est l'investissement. Donc, le trading, je pense qu'il vaut même mieux le laisser de côté et vraiment essayer d'établir des stratégies d'investissement. Où est-ce que moi je me renseigne? Clairement, comme je te l'ai dit, je me suis dans un premier temps formé sur toutes ces compétences d'analyse psychologique, d'analyse de la tokenomics, d'analyse fondamentale et d'analyse technique. Maintenant, aujourd'hui, j'ai mes propres stratégies. Donc, j'ouvre mon graphique, j'ouvre comme on en a parlé tout à l'heure, le Crypto Fear and Greed. Je vais aller ouvrir des white papers de projets quand je veux investir sur un projet pour m'assurer que ce soit un projet qui est bon fondamentalement, donc qu'il a des possibilités d'avenir, qui répond à une vraie problématique, qui continue d'avoir des nouveaux clients, que la team continue de travailler, etc. Et ensuite, je m'assure de la tokenomics. Donc ça, c'est ce que moi je fais de mon côté. Après, évidemment, je connais aussi mon propre profil d'investisseur, donc je sais quel type de performance est-ce que je veux réaliser, je connais mon acceptation du risque et donc c'est aussi par rapport à ça que je vais allouer un certain capital à certains projets. Je fais en gros, c'est normalement comme tout le monde, mais il faut vraiment connaître en termes de pourcentage pourquoi on le fait et comment on le fait pour aller chercher son objectif. C'est combien de pourcents on alloue à Bitcoin, Ethereum, combien de pourcents on alloue aux grosses capitalisations, puis aux moyennes capitalisations et puis aux petites capitalisations. Parce que plus on descend en capitalisation, plus on prend des risques. Et donc si on veut essayer d'avoir une bonne balance entre le risque qu'on
prend et les performances qu'on vise, il faut réussir à gérer cette diversification de portefeuille. Donc voilà, comme dit aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'informations que j'attrape en public. Je regarde pas du Twitter, je regarde pas de YouTube, je regarde rien de tout ça. Je regarde clairement ce que moi je sais aujourd'hui, ce qu'il faut analyser sur le marché, et je vais directement chercher ces informations par moi-même dans le dur entre guillemets. Mais c'est vrai que maintenant, vu que je sais où regarder, ça me prend pas tant de temps que ça, tu vois. Et donc ça me permet surtout de me positionner là en ce moment. Je suis en train de chercher des belles positions. J'ai 60% de mon capital dans le marché crypto. Je vais avoir mes 40 derniers pourcents qui arrivent bientôt dans un point d'entrée. Donc c'est ça qui me prend du temps quand j'ai ce capital à placer. Mais une fois qu'il est placé, c'est du passif. Mon but, c'était de trouver des zones de prix dans lesquelles un actif était sous-évalué ou alors un marché était sous-évalué, parce que là, le marché crypto-monnaie est sous-évalué. Et donc, de cette manière, je me positionne. Et après, je laisse tranquillement. J'ai déjà sur papier les différentes prises de profit que je vais réaliser pour atteindre mon objectif que je vise sur le bull run complet, quoi. C'est ce que j'ai fait dans le plan d'action que j'ai montré tout à l'heure. C'est vraiment ce que j'ai fait, réparti les capitaux en fonction, comme tu dis, des risques faibles, élevés, modérés, etc. Et puis, tu as un budget qui est alloué automatiquement. Tu rentres ton budget et puis automatiquement, il va aller te mettre 10% pour un truc, 15% pour un truc, etc. en fonction des risques que tu peux rehausser, tu peux mettre en fonction justement de ton profil. Si toi, c'est pas assez, tu préfères prendre plus de risques, etc. Mais bon, c'est calcule tout pour toi. Et c'est ça que je rebondis là-dessus parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que souvent les youtubeurs, ils vont dire qu'ils ont investi tant de pourcents de leur budget dans tel ou tel crypto, mais ils expliquent pas qu'ils ont un budget plus global qui englobe les risques. Donc après, par exemple, si tu as un budget risque faible qui est de, je sais pas moi, 20% de ton portefeuille, ok, mais après, c'est dans ces 20% que tu utilises 1% pour ci, 1% pour ça, etc. Mais il faut le faire par risque. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, non, t'as tout à fait raison, et c'est pour ça que personnellement je prône l'autonomie en fait en tant qu'investisseur. C'est parce que quand on va regarder des youtubeurs, quand on va regarder des news, des blogs sur internet qui vont parler d'investissement, le problème c'est qu'ils vont parler de leur stratégie. Ça va prendre leur capital, leur objectif, mais encore une fois, leur acceptation du risque. Et c'est pas la même pour chaque personne. Et ça, souvent, les personnes qui vont suivre des youtubeurs sur YouTube, tout simplement, ils vont pas le prendre en compte. Donc, ils vont prendre exactement les mêmes décisions. Mais votre acceptation du risque n'est pas la même. Votre capital n'est pas le même. Donc, il faut vraiment essayer de devenir autonome et de comprendre, OK, quel est votre profil d'investisseur? Je peux vous le répéter, peut-être que ça peut vraiment vous marquer. Profil d'investissement, c'est de savoir quel est votre capital, quel est votre objectif avec ce capital en une certaine durée de temps. Ça aussi, vous devez définir en combien de temps est-ce que vous voulez l'atteindre. Et il faut que vous connaissiez votre acceptation du risque. Et c'est avec ces trois informations-là que vous pouvez bâtir un vrai portefeuille et de pouvoir répartir de manière intelligente, en fait. Totalement d'accord avec toi. Très bien. Alors, on va passer à la question d'après. Alors, celle-là, je l'avais fait un peu plus pour le trading, mais bon, du coup, c'est pas forcément la bonne période. Mais peut-être que tu t'en sers aussi pour le holding. Est-ce que tu as des rituels, ou des routines spécifiques que tu fais soit tous les jours, soit tous les mois, soit toutes les semaines? Par exemple, regarder le marché où il en est, voir si on est sur des résistances, des supports, des trucs comme ça. Donc ça, c'est plus pour le trading. Bon, bref, t'as compris la question, je te laisse parler. En fait, on va dire que sur mon portefeuille d'investissement, je le ferais différemment. Mais vu que je suis youtubeur et que je fais 3 analyses techniques par semaine, de toute façon, le marché, je le regarde tous les jours, je sais ce qu'il fait. Mais en réalité, de base, un investisseur, il n'est pas censé devoir passer autant de temps que moi je passe derrière les graphiques. Moi, c'est mon métier, c'est ce que j'aime et je le fais parce que voilà, je cherche des grosses performances, donc clairement, il faut que j'y passe plus de temps. Mais en réalité, on est censé avoir besoin d'1h30, 2 heures par semaine maximum sur la gestion de son capital. Donc, si tu veux un peu mes rituels et mes routines, initialement, c'est comme je te l'ai dit, si je le faisais sans YouTube et que je le faisais vraiment 1h30, 2 heures par semaine, j'ouvrirais mon Crypto Fear and Greed pour voir à où en est la psychologie du marché. J'irais regarder un petit peu quel secteur ces derniers temps est plutôt dans une belle disposition. Donc là, c'est un petit peu plus technique, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais en réalité, en fait, quand on a de l'argent qui va bouger sur le marché crypto-monnaie, il va être déversé aussi à un moment donné en fonction de plusieurs secteurs. Et donc, je cherche un petit peu les secteurs qui peuvent avoir le vent en poupe
pour essayer de m'y positionner un petit peu plus. Donc ça, je vais le regarder sur, en fait, je vais prendre par exemple une dizaine de crypto-monnaies dans un secteur les plus grosses et je vais voir les performances qu'elles font ces derniers temps. Donc ça permet de voir un petit peu à où en est ce secteur en question. Et ensuite, bah voilà, comme dit, je vais passer un petit peu de temps, comme je te l'ai expliqué, en tant qu'investisseur, quand on arrive dans mes zones de prix. Donc je définis une zone de prix sur un actif et quand je pense que c'est intéressant d'acheter dedans, bah, je vais passer du temps aussi à faire mon analyse fondamentale de chacun des projets que je veux avoir dans mon portefeuille pour y allouer mon capital. Mais en soi, voilà, des routines réelles. Je t'ai dit le Crypto Fear and Greed que je vais utiliser. J'utilise certains indicateurs sur l'analyse graphique, mais moyen long terme pareil, donc en daily ou en weekly, pour savoir à où en est la force dans le mouvement. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moins il y a de force acheteuse, plus il peut y avoir une correction. Plus il y a de force acheteuse, plus on peut continuer la hausse. C'est pareil pour la force vendeuse. Donc ça, c'est ce que j'essaie de regarder un maximum quand j'analyse les graphiques. Et puis sinon, voilà quoi. Comme dit, j'ai des indications long terme, j'ai ma stratégie moyen long terme aussi, qui me donne clairement, allez, on va dire en réalité, je dois avoir 10 ou 15 actions à réaliser sur mon portefeuille d'investissement à l'année. Donc en un an, je fais 10 ou 15 actions. Ça comprend des achats, ça comprend des ventes. Voilà un petit peu ce que je fais. Est-ce que tu préfères ou enfin, comment dire, est-ce que tu utilises des ordres d'achat à l'avance? Par exemple, donc tu détermines ta zone d'achat. Est-ce que tu les places à l'avance dans cette zone-là ou est-ce que tu préfères faire ça manuellement? C'est-à-dire que tu te mets une alarme et puis quand on arrive dans cette zone, c'est toi manuellement qui va les passer. Ouais, tout à fait. Alors moi, je le fais manuellement parce que évidemment, maintenant que j'ai quand même pris de l'expérience et une belle expérience et une expertise sur le marché crypto-monnaie, bah, je vais avoir certains red flags. Ça veut dire que évidemment, le cours peut revenir dans mes zones de prix initiales, mais il va falloir que je regarde clairement, ok, mes indications, quelle est la force dans le mouvement, à où on en est aussi sur la psychologie, parce que je veux optimiser mon point d'entrée. Mais en réalité, pour une personne dit lambda, je conseillerais de mettre ces alarmes. Donc c'est pas ici, je parle pas d'achat limite réel qui s'achète directement au marché entre guillemets. Je parle juste de mettre des alarmes sur TradingView. Donc ça vous bip dès qu'on revient dans une certaine zone de prix et ensuite vous commencez tranquillement à investir petit à petit. Une fois de plus, il faut pas oublier une chose, c'est que même quand on définit des zones d'achat, c'est une zone d'achat. Donc ça veut dire qu'on va prendre son capital qu'on voulait y investir et qu'on va faire en sorte de le disséquer en plusieurs parties. Donc imaginons qu'on le divise par 10 et on va prendre à chaque fois une petite enveloppe que j'investis aujourd'hui, puis je vais laisser un peu le prix bouger pendant 2-3 jours, on va voir si ça baisse encore, je continue de racheter, etc. Et dès qu'on quitte ma zone de prix, donc quand on passe au-dessus, j'arrête d'acheter. Même si j'ai pas réussi à mettre tout mon capital, il faut arrêter d'acheter parce que c'est plus un actif sous-évalué, donc il est plus dans les bonnes zones de prix. Donc clairement, voilà, moi aujourd'hui de mon côté, je vais le faire manuellement, mais pour vous, des personnes, si vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez mettre tout simplement ces petites alarmes, ça vous bip et ça, à ce moment-là, ça vous permet quand même de les placer manuellement. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde et de pouvoir voir en fait de eux-mêmes aussi, d'ouvrir leur graphique et de faire leur analyse complète de l'actif sur lequel ils veulent acheter. Ça peut aussi leur permettre, tu vois, de se sentir plus serein et de se dire, ok, je sais pourquoi j'ai acheté, j'ai bien vérifié, je crois en ma stratégie. Et donc ça aussi, ça aide à tenir une position et à éviter qu'il y ait trop d'émotions qui rentrent en compte tout simplement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, j'ai remis ma chaîne parce que, alors c'est pas encore tourné au moment où je parle, mais c'est en train d'être tourné avec Rémi de Investir en crypto-monnaie. Justement, on va faire des petites vidéos justement pour vous expliquer comment voir ces zones d'achat. Alors, c'est très basique, hein. Bien évidemment, on rentre pas dans tous les détails parce que tu le sais bien, Adam, que ça prend des années à se former, ça se prend pas comme ça. Mais au moins, ça vous donnera un petit indice sur TradingView où placer vos alertes pour des zones d'achat. Voilà. Ouais, bah ouais, c'est sûr, hein, c'est toujours très intéressant. Et puis, je vous invite aussi à suivre, je le redis, Adam sur sa chaîne parce que lui, il va carrément vous le dire si c'est le bon moment. Je vais vous aiguiller sur ma vision du marché crypto-monnaie et de ce qu'il pourrait faire. C'est ça. Oui, je parlais en fonction du Bitcoin parce alors pour ceux qui ne le savent pas, le Bitcoin domine un petit peu le marché des crypto-monnaies. Alors bien évidemment, il y a des exceptions, c'est pas toujours le cas, mais en grosse partie, souvent, si le Bitcoin monte, le reste du marché va avoir tendance à monter un peu. Et puis si le Bitcoin baisse, ça risque de baisser un peu aussi. Après, il y a la saison des altcoins et tout qui, bon, on va pas tout mélanger, on va rester un peu soft, mais principalement, c'est quand même le Bitcoin qui dicte un peu la pluie et le beau temps sur le marché.
Ouais, clairement. Bah, aujourd'hui, il faut savoir que sur le marché crypto-monnaie, il y a 20 ou 25 000 cryptos. Et donc, tout l'argent qui est sur tous ces projets-là, sur ces 20 ou 25 000 cryptos, eh bien, il y a 50% de l'argent investi sur le marché crypto qui est investi dans le Bitcoin. Donc, Bitcoin à lui tout seul, il représente 50% des fonds qui sont sur le marché crypto-monnaie en général. Donc, c'est ça qui fait, ouais, justement, que bah, aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui va faire un peu la pluie et le beau temps sur le marché crypto-monnaie, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, analyser le Bitcoin est la chose la plus importante, même quand on veut acheter des altcoins. Je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Alors, on va passer à la question d'après, et puis je vais aussi mettre ta chaîne YouTube à la place de la mienne. Voilà, qui est fait. Comment parviens-tu à réaliser régulièrement des profits dans le domaine des crypto-monnaies, sachant que il y a des cycles de hausse, il y a des cycles de baisse, il y a des cycles de range. Comment tu arrives à gérer pour avoir finalement, peu importe le cycle, quand même des profits? Ouais, bah c'est très simple, hein, enfin c'est très simple entre guillemets. Tout est dans l'optimisation du point d'entrée. Ça, c'est la chose primordiale sur un investisseur, c'est quand on veut acheter un actif, il faut réussir à optimiser son point d'entrée et savoir comment définir des zones intéressantes, des zones qui vont te permettre d'être plus bas que la plupart du temps quand on le sera dans les semaines à venir. Donc ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne de prix habituelle, on est sur un actif donc qui est dit sous-évalué, et donc c'est ça qui clairement aujourd'hui va te permettre de te positionner de manière intelligente. Après, évidemment, en bear market, il n'y a pas de miracle. Le but étant d'avoir réussi à sécuriser ses profits, et ça va être une période qui va être un peu latente, ça va être une période dans laquelle on va pas réaliser de performance en tant qu'investisseur, parce que les investisseurs ne shortent pas le marché, on n'est pas sur du trading. Donc le but, c'est de comprendre cette cyclicité du marché, se positionner dans les meilleures dispositions quand on a vraiment des actifs qui sont sous-évalués, c'est là qu'on commence à acheter, et ensuite il va falloir commencer à sortir quand on commencera à arriver sur cette fin de bull run, et donc commencer à essayer de prendre ses profits. Et la performance qu'on a fait sur le bull run, en fonction du capital qu'on a, en fonction de pas mal de choses, mais elle nous permet largement de passer le bear market sans y laisser des plumes et sans devoir aller travailler au McDonald's, comme on dit. Oui. Donc ouais, voilà un petit peu comment est-ce que je fais. Après voilà, comme j'ai dit, j'ai une partie qui est allouée au trading. J'ai des stratégies d'investissement qui sont assez diverses et variées. Ça veut dire que j'ai mon capital qui est initial, mais après je vais aussi commencer à investir dans des projets dits en ICO, directement en private sale ou en public sale. Donc c'est des moments où on peut les acheter vraiment à leur prémisse, à leur tout début. Et donc ça peut aussi permettre, même pendant des bear markets, de voir certaines pépites réaliser des performances. Mais il faut pas se leurrer. En bear market, on fait pas grand-chose au niveau de réelle performance. Il vaut mieux essayer de le faire intelligemment pendant le bull run, et après on sait que sur le cycle de bear market, généralement on n'a pas grand chose à faire. À la limite, on peut mettre en place, tu sais, des stratégies de staking et ce type de stratégie là qui peuvent essayer d'offrir des revenus passifs, mais en fonction du capital qu'on a, ça va être plus ou moins intéressant, quoi. Ok. Et, en parlant de staking et tout ça, justement, est-ce que si tu en fais, est-ce que tu ferais ça plus sur quelque chose de centralisé ou décentralisé? Et je te parle en période de bear market. Donc dans une période assez délicate, on va dire, parce que c'est quand même beaucoup plus risqué qu'un bull market. Alors moi, je fais pas de staking. Moi, je fais pas de staking parce que en tant qu'investisseur, en fait, j'aime avoir la totale maîtrise de mon capital et de pouvoir vendre ou acheter quand je le souhaite, pouvoir le swapper, donc tout simplement le convertir en stablecoin quand j'en ai envie. Et la plupart des stakings vont être lockés. Il y a un blocage pendant une certaine durée de temps, 1 semaine, 3 mois, 6 mois, 9 mois, et ça peut être même beaucoup plus. Donc ça, c'est quelque chose que personnellement, je n'aime pas trop. Mais après, voilà, comme dit, si on devait en bear market essayer de faire du staking, c'est assez particulier, c'est assez compliqué parce que personnellement, je pense pas que ce soit la bonne phase. Parce qu'en bear market, ça va quand même être le moment où les exchanges centralisés, ils vont avoir beaucoup de mal à pouvoir garantir encore les différentes performances qu'ils veulent nous offrir justement sur le staking. Et la finance décentralisée, il y a pas mal de projets, vu qu'en soi, il y a beaucoup moins de volume, il y a beaucoup moins d'échanges. Il y a pas mal de projets aussi qui vont peiner un petit peu, et donc qui, en finance décentralisée, si la machine n'est pas lancée, si la machine continue pas de faire rentrer de l'argent, entre guillemets, il y a aussi pas mal de rendements qui peuvent ne pas être réellement donnés, ou alors qui vont vouloir être donnés, mais qui va du coup amener un risque supplémentaire. Donc moi personnellement, le staking, c'est ni aujourd'hui mon domaine d'expertise, mais ni réellement le domaine sur lequel j'ai envie d'essayer de baser une partie de ma stratégie, parce que comme je te l'ai dit, il y a quand même encore du risque aujourd'hui. Le jour où peut-être j'arriverai à réellement trouver
un projet qui pour moi a vraiment la solution viable par rapport à staking et surtout qui va me mettre le moins en insécurité possible, potentiellement que je le ferai parce que bah voilà, comme dit, un 5% sur des gros capitaux, ça peut quand même être même en passif de belles performances. Mais aujourd'hui, pour l'instant, personnellement, je préfère le regarder de loin, investir sur des projets en finance décentralisée qui offrent ce type de rendement-là. Mais de mon côté, en tant qu'investisseur, je trouve que ça me met mal à l'aise et donc j'ai pas envie de le faire initialement, quoi. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu comme toi. Je suis pas fan de ça non plus. Tout ce qui est finance décentralisée, tout ça, je trouve ça vraiment beaucoup trop dangereux, surtout en bear market, parce que Ouais, en vert, ouais. c'est là où tous les projets font faillite finalement, ceux qui n'ont pas les reins assez solides. Et bah, tu peux pas forcément savoir lequel va flancher. Hein. Du coup, en bull market, c'est un petit peu moins pire parce que les capitaux sont apportés, donc il y a moins de risques de faillite. Hein. Moins de risques, ça veut pas dire pas de risque. Bien sûr. Mais du coup, voilà, peut-être en bull market, mais en bear market, non, ça c'est sûr que non. Puis comme toi, je suis pas fan non plus de tout ce qui est staking et tout ça. Maintenant, ça m'arrive de temps en temps de faire ça sur du centralisé comme Binance, par exemple. Bon, maintenant on peut plus parce que c'est interdit au Canada, mais où je faisais des petits, c'est-à-dire que je le mettais toujours en flexible, je le mettais pas en loqué. En bloqué. Ouais. Et puis je le faisais avec des stablecoins que j'avais laissés délibérément pour acheter, c'est-à-dire que j'attends une correction pour acheter une monnaie, par exemple, et en attendant, parce que je sais que j'attends la correction pour acheter cette monnaie, je sais que j'ai un X nombre de jours à attendre. En attendant, je vais les mettre, mais en centralisé où je pense qu'il y a moins de risques. Tu vois, hier, je faisais une interview hier avec Inspecteur Crypto et tu vois, il nous disait la même chose que toi, que pendant le bear market, pas de finance décentralisée, pas de staking, c'est bien trop risqué, bien trop risqué. En fait, disons que en soi, moi, si je le voulais, et puis toutes les personnes qui comprennent l'analyse fondamentale, on pourrait le faire. Parce qu'en soi, le but est tout simple. Ça va être de se dire, OK, je vais passer du temps à comprendre comment est-ce que le projet de finance décentralisée m'offre ces rendements. Et quand on comprend comment il nous les offre, on comprend si c'est bancal ou si ça peut tenir sur le long terme. Et donc, c'est vraiment cette chose-là qu'il faut se poser comme question. Et même en bull run, techniquement, je pense qu'il faut le faire parce que il y a pas mal de projets qui ont offert des rendements qui étaient trop hauts et qui n'ont pas réussi à assumer. Donc, clairement, il faut réussir à comprendre si leur business model est fiable. Si eux, ça leur permet à la fois de nous proposer du rendement, mais aussi à eux de pouvoir avoir techniquement des fonds derrière. Donc, s'il y a vraiment cette chose-là, et donc il faudrait réussir à se pencher, il faudrait que je prenne le temps, etc., de le faire. Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des projets intéressants qui visent à le faire, mais qui pour l'instant ne sont pas encore viables. Donc, clairement, de mon côté, j'attends vraiment d'avoir certains projets en finance décentralisée qui peuvent être plus transparents et surtout sur lesquels on peut clairement voir que ils ont trouvé un business model stable pour à la fois offrir une partie des rendements à leurs utilisateurs et en même temps continuer et conserver une partie du capital pour pouvoir se rentabiliser tout simplement. Oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Tout à fait, oui. Pour la question d'après, tu as déjà répondu, mais je vais la remettre, je vais la remettre quand même parce qu'il faut qu'on martèle l'opinion des gens avec ça. Qu'on comprenne bien. Comment est-ce que tu gères l'appât du gain dans un marché aussi volatile? Donc, on va répéter ce qu'on a dit tout à l'heure pour que ça rentre bien. Et tout sans cœur. Ouais. Il faut mettre en place une stratégie d'investissement, hein, clairement, un plan d'action d'investissement, une stratégie d'investissement, appelez ça comme vous voulez, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut que vous définissiez à l'avance quand est-ce que vous allez acheter, quand est-ce que vous allez vendre, quel est votre objectif, quelle est votre acceptation du risque, et en fonction de tous ces points-là, vous devez avoir une stratégie, donc des indications, des indicateurs, des outils, etc., qui vont vous permettre de vous mettre sur le bon chemin pour justement y aller. Donc clairement aujourd'hui, quand on veut essayer de supprimer l'appât du gain, il faut qu'on mette en place des objectifs réalistes, une stratégie réaliste et qu'on s'y tienne. Ça, c'est encore la chose la plus importante parce qu'il y en a quelques-uns qui vont dire bon, ok, je vais mettre en place une stratégie, mais tenez-vous-y. Si déjà vous la mettez en place, c'est elle qui va être un petit peu votre médiateur pour éviter de vous faire clairement, vous pouvez vous faire très mal sur le marché crypto. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Mais ce qui est bien, c'est qu'on aura tous le même discours avec ça. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des bons intervenants. Oui, on peut dire ça. Ah oui, non, clairement. Alors, comment gères-tu un marché baissier? Mais ce que j'aimerais aussi savoir,
c'est qu'est-ce que tu fais pendant le marché baissier? Est-ce que tu en profites pour faire des choses que tu ne fais pas le reste du temps? Est-ce que tu as une stratégie bien à part pendant le marché baissier et différente le reste du temps? Qu'est-ce que tu fais pendant un marché baissier? Ouais, bah, tu sais, moi, comme expliqué, en fait, quand il y a un marché haussier, c'est un moment où je vais prendre beaucoup de temps sur le marché crypto-monnaie et puis donc du coup, je vais commencer à automatiser une grosse partie des différents business que j'ai parce que j'ai plusieurs entreprises, donc des projets entrepreneuriaux. Et clairement, en bear market, c'est un moment où j'ai plus de temps pour pouvoir développer mes projets entrepreneuriaux. Donc, j'ai fait en sorte de sécuriser et de réaliser de belles performances sur le bull run. Je suis conscient que le bear market est présent, donc quand le bear market est là, ou du moins quand il commence, parce que généralement t'es pas conscient forcément tout de suite, mais quand tu commences à avoir des vrais signaux, à ce moment-là, personnellement, je me dégage du temps pour faire de la construction. À la fois sur YouTube, je vais pouvoir du coup faire du contenu, expliquer aux gens du coup les stratégies, qu'est-ce qu'il faut regarder, pourquoi est-ce qu'il faut pas paniquer, pourquoi un bear market c'est bien et c'est un bon point pour un marché si on veut qu'il puisse se développer encore et encore sur des années et des années. Donc donc sur YouTube, je continue de construire, je continue d'affiner mes formations, mes accompagnements, je continue de passer du temps avec mes clients. Donc c'est pendant ces moments-là où clairement en fait je construis tout ce que je peux essayer de mettre en place pour le bull run d'après. Donc en fait le bear market c'est techniquement j'ai envie de dire la phase d'entraînement. La phase d'entraînement comme on pourrait le faire si on a une énorme compétition, on va faire les JO fin d'année, bah, on va avoir toute cette phase d'entraînement. Bah, ça c'est le bear market. Le moment, le jour J où on est au JO, c'est le bull run. Et tout ce qui se passe avant, c'est le bear market, c'est le moment où on construit, c'est le moment où on essaye de voir les projets qui arrivent même en bear market à essayer de sortir un peu la tête de l'eau, qui continuent de construire, qui continuent de build, donc d'avoir toujours des nouvelles choses, des nouveautés, qui continuent d'avancer dans leur direction. C'est le moment de faire de nouveau un grand ménage de printemps. On a tout sorti en stablecoin, donc maintenant il va falloir aussi voir quels projets sont encore viables pour les années à venir, parce qu'on le sait, pendant les bear market, il y a pas mal de projets qui ne se relèvent jamais. Donc clairement, c'est le moment aussi où on va pouvoir essayer de reprendre sa vision de où on veut aller, d'essayer de se reposer à nouveau. Ok, maintenant j'ai réussi à sécuriser ça comme capital. Où c'est que je vais aller? Comment est-ce que je vais mettre ça en place? Donc en fait, c'est tout ce temps-là. Et en plus, il y a le temps. En soi, un bear market, c'est 1 an et demi, 2 ans. Donc, il y a largement le temps, on met en place des stratégies, on comprend les projets sur lesquels on va vouloir investir. On s'assure aussi que même pendant le bear market, les projets sur lesquels on voulait investir et on voudra investir, ils continuent de construire, parce que s'ils ne construisent plus, c'est un très, très mauvais signal, c'est un red flag très important. Donc, clairement, non, bear market, c'est le moment où on continue de garder un œil attentif sur le marché crypto pour pouvoir justement se préparer justement bien au bull run qui arrive. Et juste une question pour toi que j'ai posée aussi aux autres. Si, imaginons, tu sais, parce que comme tu dis, on ne sait pas tout de suite qu'on est dans un bear market. Ça prend un certain temps. Une fois que tu te rends compte que tu es dans un bear market et puis que tu n'as pas vendu à temps et que tu as une monnaie qui a une très très mauvaise actualité et qui a plus de 90% de pertes. Est-ce que cette monnaie, tu vas la garder en me disant, bah regarde, perdu pour perdu, là j'ai perdu mon investissement, je vais le garder et puis je verrai ce que je peux récupérer au prochain bull run, ou est-ce que tu aurais plutôt tendance à dire, bon, je vais vendre avec 90% de pertes, je vais récupérer un 10% de cash, et ce 10% de cash, je vais le réinvestir dans une crypto qui, elle, je pense, va mieux performer et qui pourra venir finalement récupérer mes pertes. Quelle serait ta stratégie dans ce genre de situation? Ah bah moi clairement, il y a pas photo, il y a même pas d'hésitation, c'est toujours la même chose. C'est le but, c'est vraiment de récupérer son capital et de ne pas le laisser sur un projet qui est en train de mourir. En fait, ça c'est une question d'ego. On a investi sur un projet, on est perdant et donc on va laisser notre ego nous dire ah mais non, t'inquiète pas, tu vas de nouveau revenir à break even, j'attends que ça revienne, etc. Non, en fait ça va être du capital qui va être alloué, qui va être utilisé à ne rien faire. Il va plus bouger, il va même peut-être jamais revenir. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant. Voilà, on a fait une erreur, ok, on l'assume, mais on prend ces 10% de capital et on les réinvestit de manière intelligente. Parce qu'en soi, la performance que cette crypto-monnaie-là peut faire pour nous ramener à break-even, une autre crypto-monnaie pourrait le faire pour nous ramener aussi potentiellement au break-even aussi. Donc clairement, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Souvent, les gens ont du mal à se dire, oui, mais cette crypto-là, elle est à moins 90%, je veux la garder. Non,
faites en sorte le capital que vous avez disponible, prenez-le. Et des fois, il faut faire ce grand ménage de printemps. On vend tout ce qu'on a, on récupère tout le capital et on met en place une diversification intelligente pour aller vers d'autres projets qui, eux, sont fiables. Comme je l'ai dit avant, le but, c'est toujours d'investir sur des projets fiables qui ont fait leurs preuves et surtout qui sont nécessaires au marché crypto-monnaie parce qu'ils apportent une réelle solution. Et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est la même chose, on fait tous la même chose. D'autant plus que si tu réinvestis dans une monnaie qui a un bon narratif et qui va bien performer, et imaginons qu'elle performe aussi bien que tu l'avais souhaité, non seulement tu vas récupérer ton capital et tes pertes, mais en plus, ça va te laisser de la distance pour faire en plus des bénéfices. Alors que si tu avais gardé ta petite monnaie à 90% de perte, oui, tu serais revenu, alors à break-even, c'est-à-dire tu serais revenu au prix d'achat, on va dire, mais du coup, comme tu l'as acheté beaucoup trop haut, ta marge va être toute petite si jamais tu fais une marge, parce que c'est même pas dit que la crypto remonte, elle pourrait très bien mourir de sa belle mort. Bah, c'est souvent ça en plus, hein, c'est qu'il y a énormément de projets qui ne se relèvent jamais du bear market. Et ça, il y a beaucoup de personnes. Là, je l'ai fait, tu sais, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai ouvert un accompagnement personnalisé gratuit pour ma communauté. Donc, il y a eu plus de 70 appels en une seule soirée qui ont été réservés. Donc, j'ai libéré ça en une semaine. Et donc, je voyais toutes ces erreurs qui étaient faites. Et la plupart du temps, les gens restaient accrochés à une position avec moins 90, moins 95%. Mais si, ça va remonter, ça va remonter. Non. Clairement, pour avoir vécu les choses, moi aussi, hein, je suis passé par là. Des fois, je gardais des cryptos avec moins 90, moins 95. Elles ne reviennent jamais. Pour la plupart, surtout quand c'est des petites capitalisations ou quand c'est des mauvais projets, elles ne reviennent jamais. Donc, à la limite, si c'est un gros projet et que vous voulez de toute façon encore investir dessus, ok, on peut garder cette ligne du portefeuille. Mais essayez de faire sauter toutes les lignes qui, elles, sont déjà de toute façon plus, même vous n'y croyez plus. Ça, c'est souvent le cas aussi. C'est que les investisseurs eux-mêmes n'y croient plus, mais ils sont encore là en train on sait même pas pourquoi, en fait, ils gardent ces cryptos. Comme tu dis, c'est de l'ego. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est de l'ego. C'est de l'ego, de la peur, puis ouais, c'est des émotions négatives. Et en fait, c'est un peu comme si on se disait, bah oui, mais si je fais comme si de rien n'était, je vais oublier que j'ai merdé. Mais non, non, ça ne marche pas comme ça. La meilleure manière de faire, c'est toujours ça, hein, c'est toujours de prendre les capitaux disponibles, ce qu'on a, et de repartir sur de bonnes bases, surtout en fin de bear market. Fin de bear market, souvent on se dit, ouais, mais on va laisser les petites lignes, etc. Non, on reprend tout ce qu'on a, on s'en fiche des pertes, même s'il y en a eu, on prend le capital qu'on a et on va aller chercher une nouvelle stratégie, un nouvel objectif avec ce capital-là, et on repart de bon pied. Vous avez fait des erreurs, c'est pas grave, apprenez de vos erreurs, ne les faites plus, mais récupérez votre capital, franchement, c'est nécessaire. Mais oui, surtout que c'est en bear market qu'il faut investir justement pour pouvoir bien réussir en bull market. Donc, si tu restes accroché à une crypto qui ne marche pas, donc ton argent il est bloqué, donc tu ne peux pas réinvestir. Et c'est là où tu vas t'en mordre les doigts parce que peut-être, imaginons que tu es chanceux puis que la crypto que tu as gardée, elle remonte quand même. Allez, soyons fous, imaginons que c'est un super projet et que tu arrives à faire 1 x 10. Soyons fous. Ouais. Enfin, c'est très rare ce que je dis, mais imaginons, voyons le truc le plus optimiste, ok? Mais si tu avais vendu ça et que tu avais racheté en bear market sur des monnaies avec des bons narratifs, des bons fondamentaux, etc., c'est peut-être un x50 ou un x100 que tu vas faire. Donc, tu vois bien que tu perds de l'argent et c'est là où tu t'en veux. C'est là où tu dis, mince, j'aurais dû acheter ça, j'aurais dû vendre et puis j'aurais dû réinvestir là-dedans finalement. Au lieu de garder, accrocher un truc qui ne marche plus. Clairement, le but, c'est quand on investit, c'est d'augmenter sa quantité de bons projets crypto-monnaie. Donc, la quantité de tokens qu'on détient d'un bon projet crypto-monnaie, le but, c'est vraiment de l'augmenter. Donc, toutes les lignes qui ne servent à rien ou de toute façon, c'est des petits $100, $200 par-ci, on les prend et on les met dans des bons projets et comme ça, on augmente sa quantité de tokens détenus sur des bons projets. Alors, si tu ne devais donner qu'un seul conseil aux personnes qui débutent, qu'est-ce que ce serait? Un seul conseil aux personnes qui débutent. Donc vraiment un seul, mais il faudrait que ça les accompagne et que clairement ils puissent ne pas faire d'erreur. En fait, si tu en as 2, tu peux en donner 2. Plus il y en a, mieux c'est. Mais ce que je veux dire, selon toi, qu'est-ce qui est quand tu veux être un investisseur et surtout en crypto-monnaie, qu'est-ce qui est le plus important selon toi? Le plus important, vraiment le plus important, c'est de définir son profil d'investisseur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on n'est même pas forcément dans un plan d'action, dans une stratégie, mais c'est vraiment le profil d'investisseur. C'est de savoir qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites sur le marché crypto. Quel est votre capital?
quel est l'objectif que vous visez, quelle est l'acceptation du risque que vous avez. Ces 3 points majeurs, c'est ça, le profil d'investisseur. Et grâce à ça, vous allez savoir où c'est que vous allez aller. Est-ce que vous allez prendre des risques ou non? Est-ce que vous avez besoin d'investir sur des petits projets ou est-ce que vous pouvez rester sur des gros projets, etc., etc. Donc ça, pour moi, la première base, c'est le profil d'investisseur. Et le deuxième gros conseil que je pourrais donner, et avec ces 2 conseils, déjà, vous pouvez faire de très belles choses, c'est d'optimiser votre point d'entrée. Le point d'entrée, c'est lui qui fait toute la différence sur n'importe quel actif, sur n'importe quel. Prenez l'immobilier, parce que la plupart des gens connaissent un peu mieux l'immobilier. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut acheter un bien immobilier? On essaye d'acheter un bien immobilier qui est moins cher que le prix moyen du marché, parce que par la suite, on va pouvoir essayer de le revendre plus cher. Ben là, c'est la même chose. N'importe quel actif qu'on veut acheter, il faut qu'on l'achète sous-évalué et qu'on le vende quand il sera surévalué. Donc, le point d'entrée, c'est la chose la plus importante. Il faut acheter des actifs qui ont des bons fondamentaux, donc qui clairement peuvent réaliser de belles performances, mais surtout, il faut les acheter quand ils sont sous-évalués et quand limite plus personne n'en veut. Ça, c'est les 2 points pour moi majeurs et cruciaux pour vraiment réaliser de grosses performances, même en étant débutant. Et c'est ça, si on jump, comme tu as dit, sur le marché de l'immobilier, c'est exactement ce que tu dis. Si on regarde bien, les investisseurs, et là je parle des gros investisseurs dont c'est le métier, on peut voir qu'ils se galochent toujours après justement une méga crise économique. Ils attendent que la bulle immobilière pète et ensuite ils rachètent tout à des prix dérisoires. Alors après, on peut se poser une question de moralité. Mais je veux dire, le principe est le même, c'est-à-dire comme tu dis. C'est une question de patience, tu vois. Parce que moralité, je sais pas, en soi, c'est toujours la même chose. Il y a des gagnants, il y a des perdants dans un marché en général. Évidemment, les personnes qui sont perdantes, de tout mon cœur, je suis désolé pour eux, mais en soi, les personnes ont été patientes, elles ont attendu longtemps, elles auraient aussi pu acheter beaucoup plus tôt, mais elles n'ont pas voulu le faire, elles avaient une bonne stratégie, elles l'ont maîtrisée. Donc souvent, plus on se professionnalise dans un domaine, plus on va être gagnant, c'est tout à fait normal. Donc oui, tu as raison, évidemment, c'est très néfaste pour les personnes pour qui ils vont être perdants, mais plus on est patient, plus on apprend à attendre le bon point d'entrée et un point d'entrée intelligent sur du long terme, plus vraiment on peut faire la différence, que ce soit sur le marché crypto ou sur n'importe quel marché. Là, je parle vraiment de cette casquette d'investisseur en général. Voilà, voilà. Alors, écoute, on va arriver à la dernière question. Ok. Je vais te demander, alors je veux vraiment être très claire sur cette question. Je rappelle que le sommet des cryptos aura lieu à l'automne 2023. J'ai pas encore la date au moment où on tourne cette vidéo, donc c'est pour ça que je vous dis à l'automne. Quoi qu'il en soit, nous, on est au mois de juillet 2023 parce qu'on préenregistre les vidéos parce que c'est beaucoup de travail, on peut pas tout faire d'un coup. Ouais. Donc, aujourd'hui, en juillet 2023, je vais te poser une question. Ceux qui nous regardent à l'automne, assurez-vous que c'est encore d'actualité parce que tout change très vite dans les cryptos. Alors, ce sera d'actualité parce que je vais parler d'un point de vue fondamental du projet, tu vois. Mais vas-y, je te laisse me la poser. Alors, avec plaisir. Voici donc ma dernière question pour toi. As-tu une crypto ou un narratif de prédilection au moment où l'on tourne cette vidéo? Ouais, bah j'en ai plusieurs, mais je vais parler par exemple du One Inch. One Inch aujourd'hui, pour moi, c'est un projet qui m'intéresse énormément parce que c'est un projet qui est nécessaire au marché crypto-monnaie pour qu'il continue de fonctionner aujourd'hui. Alors pas forcément le One Inch lui-même, mais tous les agrégateurs comme lui le font aujourd'hui, en fait, on va en avoir besoin pour tout ce qui se passe dans la finance décentralisée et puis même en soi pour différents outils comme de la finance centralisée qu'on peut trouver dans Ledger ou quoi que ce soit. Mais le One Inch, pour moi, aujourd'hui, c'est un très bon projet de manière fondamentale parce qu'il a une réelle valeur, une réelle utilité au marché crypto-monnaie et on va encore en avoir besoin de plus en plus. Donc, et surtout voilà. avec l'interdiction des exchanges partout, parce que vous, je ne sais plus trop où vous êtes rendu en France, mais nous, au Canada, tout a été fermé. Hein. Gate, KuCoin, Binance. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc, si tu veux acheter des cryptos autres que du Bitcoin ou de l'Ethereum, ça devient compliqué si tu ne passes pas par la finance, par la décentralisation, avec justement comme des One Inch. Ouais, non, clairement. Et puis, One Inch, tu vois, il va te permettre de pouvoir te trouver toujours les meilleurs prix sur tous les projets, enfin sur tous les exchanges, ou que ce soit du centralisé ou du décentralisé. Et donc, il peut te permettre, quand tu commences un petit peu à toucher à la finance décentralisée, il peut te permettre de mettre en place plein de stratégies. C'est utile pour plein de choses, mais c'est encore plus utile pour les gros portefeuilles, les fonds de gestion, les banques, etc., qui ont vraiment la nécessité de pouvoir jouer à la microtransaction
prêt quand ils veulent acheter une certaine crypto-monnaie, de savoir exactement où est-ce qu'elle coûte le moins cher et d'avoir aussi les meilleurs frais de transaction, etc. Bref, en gros, OneInch, pour moi, aujourd'hui, c'est un projet qui a été énormément délaissé sur ce bear market parce qu'il y a eu de moins en moins de transactions, mais qui, pour moi, je pense, peut vraiment redonner du poil de la bête. Et c'est vraiment lui qui, aujourd'hui, pour moi, pourrait réaliser ce qu'il devrait réaliser sur du moyen long terme. Je pense qu'il a vraiment la capacité de se développer, quoi. Et puis, alors, je me rappelle, je crois que c'est lui, mais je suis pas sûre, tu vas peut-être pouvoir me dire. Il me semble qu'on peut passer aussi des ordres à l'avance. Ouais, clairement. Voilà, donc ça, c'est Tout à fait, intéressant maintenant, aussi. tu définis ta zone à laquelle tu aimerais acheter une certaine crypto-monnaie et il va prendre en compte tous les exchanges, les centralisés, les décentralisés, etc. Et dès qu'il y en a un qui va t'offrir cette zone de prix avec ce frais de transaction, etc., donc c'est toi qui peux vraiment tout définir à l'avance, ça t'ouvre ton ordre limite et donc ta position est directement ouverte de manière décentralisée. Et ça, c'est sûr encore plus intéressant et c'est vrai. Mais ils ont ajouté ça récemment. Hein. Ils ont ajouté ça c'est ça. Alors, avant que tu nous parles de ta formation, je voulais te remercier une fois de plus d'avoir participé à ce sommet. Mais avec plaisir. Toujours un plaisir de m'entretenir avec toi. Et puis, je vous invite vraiment à aller suivre la chaîne de Adam. Il fait vraiment de l'excellent travail. Il progresse, il vous donne des super conseils qui sont vraiment... parce que tu sais, on a l'impression que regarder toujours quelqu'un qui fait des analyses de marché, quand on est dans une période de range ou dans un bear market et que ça fait 2 mois que c'est la même chose, on se dit oui, mais il y a plus d'intérêt à aller regarder ça. Oui et non, parce que tu leur donnes toujours des petits trucs justement où tu vas parler du mindset, où tu vas parler des stratégies, où tu vas parler de trucs à droite, à gauche qui justement ont leur importance. Et on appelle ça du bourrage de crâne et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais rabâcher les informations les plus importantes, celles qui clairement pour moi aujourd'hui font la différence entre un investisseur qui va être perdant et un investisseur gagnant. Donc voilà, de toute façon moi-même aujourd'hui, comme tu le sais, parce que je t'en ai parlé depuis tout à l'heure et puis tu connais un petit peu mon train de vie, j'ai pas le temps de faire des vidéos s'il y avait pas vraiment des choses à dire. Je préfère ne pas le faire et travailler sur mes autres projets entrepreneuriaux. Donc clairement, ouais, quand je prends le temps de faire une vidéo, c'est parce que j'ai quelque chose à apporter, parce que je sais que j'ai quelque chose à dire d'utile pour les spectateurs. Alors tout simplement en fait moi aujourd'hui j'ai voulu un peu révolutionner ce qu'on peut trouver sur le marché crypto aujourd'hui. En fait, il y a une énorme problématique, c'est que certes, il y a des investisseurs qui sont débutants qui veulent apprendre, mais en réalité tu vas me dire, il y a des formations dans lesquelles on va essayer de trouver des informations, oui, mais il n'y a pas aujourd'hui réellement quelque chose qui va permettre à la fois de pouvoir avoir toutes les informations condensées au même endroit. Donc, je parle vraiment de toutes les informations dont a besoin un investisseur. Donc, une compréhension du marché crypto, une compréhension des cycles, une compréhension de ce que je t'ai dit tout à l'heure, analyse psychologique, analyse fondamentale, analyse de la tokenomics, analyse technique aussi avec les différents outils, etc. Donc, vraiment la compréhension de tout ça, de mettre en place son profil d'investisseur, comment le faire, comment répartir son capital, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place plus de 40 cours vidéo qui sont directement accessibles grâce à la cryptologie expérience investissement. Et c'est pas des cours vidéo où il y a du blabla, c'est vraiment que des cours vidéo qui sont faits pour des workers, qui sont faits pour des personnes qui veulent clairement commencer à se professionnaliser et passer d'investisseurs débutants sans réelle stratégie à vraiment un investisseur intelligent, autonome et rentable. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on fait clairement la différence et qu'on a une valeur ajoutée que personne n'a encore sur le marché crypto, c'est qu'on va pas juste vous donner ces cours et on va vous dire débrouillez-vous avec ça. Non, on va vous accompagner pendant 3 à 6 mois. On vous accompagne de manière personnelle. Donc, ça veut dire que toutes les semaines, je vous ai au téléphone. Donc, quand vous êtes membre, toutes les semaines, on est au téléphone ensemble et je vais vous accompagner sur ce que vous faites. Donc, vos prises de position, les différentes décisions que vous essayez de faire, mettre en place un portefeuille équilibré avec les bonnes crypto-monnaies pour aller chercher votre objectif. Donc, on définit ensemble votre objectif et on regarde ensemble quelles sont les mises en place que vous pouvez faire pour essayer de chercher votre objectif. Et donc, toutes les semaines, vous êtes accompagné. Ça va vous permettre de tout simplement être plus clair, plus serein dans ce que vous cherchez à faire sur le marché crypto-monnaie. Et surtout, c'est pour les personnes qui veulent clairement essayer de passer à l'étape supérieure et avoir une autonomie. Parce que comme on l'a dit depuis le début, le but c'est de devenir autonome, c'est de pouvoir avoir les bonnes stratégies et de pouvoir les utiliser d'année en année, de bull run après bull run. Le marché crypto, il est en train de se construire, il est toujours pas terminé. Donc toutes ces connaissances, ces compétences qu'on va vous transmettre, vous allez pouvoir les utiliser pendant 5, pendant 10, pendant 15 ans, vraiment pour faire fructifier votre capital et vous aider à vous rapprocher de votre objectif. Votre objectif, ça peut être soit un objectif chiffré, soit un objectif d'avoir des revenus complémentaires, soit un objectif de s'assurer une meilleure retraite, soit un objectif de clairement liberté financière. Nous, de notre côté, en fonction du capital que vous avez, de l'acceptation du risque que vous avez, etc., on va vous aider à mettre en place un objectif
cohérent et dans le temps qu'il faut. Donc voilà, donc dans l'accompagnement, dans la cryptologie expérience investissement, comme expliqué, il y a tous les cours vidéo que vous pouvez accéder 24 heures sur 24 qui vont vous permettre clairement de savoir ce que vous devez faire, comment le faire, quand le faire et comprendre surtout qu'est-ce qu'il faut faire en fait tout simplement, quel type de décision est-ce qu'il faut prendre sur le marché crypto. Et ensuite on a cet accompagnement personnalisé et comme je vous l'ai pas dit encore, en fait dans cet accompagnement personnalisé vous allez aussi pouvoir évidemment me poser toutes les questions que vous voulez. Donc vous allez suivre certains cours. S'il y a des petits points qui sont flous, si vous n'avez pas tout bien compris, eh bien vous pouvez me poser la question. Comme ça moi je peux vous aider à mieux comprendre ce point et à surtout bien pouvoir le comprendre, le mettre en place dans votre propre stratégie pour pouvoir l'utiliser. Parce que clairement tout ce que je vous mets en place et tout ce que je vous mets à disposition dans les cours, c'est ce que vous avez besoin pour pouvoir faire la différence sur le marché crypto-monnaie et donc pour pouvoir clairement devenir un investisseur intelligent, autonome et rentable. Donc voilà un petit peu ce que c'est la cryptologie expérience investissement. C'est vraiment ici le but de vous aider en 3 à 6 mois sans que ça vous prenne trop de temps de devenir un investisseur intelligent, donc qui sait exactement ce qu'il fait, il sait quand acheter, il sait quand vendre, il sait comment le faire. Un investisseur autonome, donc ça c'est pour que vous puissiez vous-même prendre vos propres décisions et que vous sachiez comment prendre ces décisions, quand est-ce qu'il faut les prendre. Et évidemment, à la fin, le but étant d'être rentable, donc de faire en sorte que votre capital puisse fructifier dans le temps. Merci beaucoup, Adam. Et puis, je vais rajouter un autre truc aussi, c'est que ceux qui connaissent un peu le marché des cryptos, vous savez qu'il faut acheter avant le halving et qu'il faut vendre après le halving du Bitcoin. C'est comme ça que fonctionne, en tout cas jusqu'à présent, c'est comme ça qu'ont fonctionné les cycles des crypto-monnaies. Le halving il s'en vient normalement, là on estime, ça devrait être à peu près en mai 2024. Donc ça veut dire que il faut faire vos courses avant, on va dire, deuxième trimestre 2024. Donc il faut vous former avant. Donc c'est pour ça que moi je mets de pression à personne, que ce soit Adam, que ce soit moi, que ce soit Paul de Crypto Formation, peu importe ce que vous faites, mais faites-le avant le halving. Ouais, non, clairement, c'est vrai que toutes les personnes qui ont de toute façon cette envie, cette vision d'investir prochainement ou qui ont déjà investi sur le marché crypto, clairement, c'est le moment de commencer à essayer de vous renseigner, vous professionnaliser et avoir une vraie stratégie. Parce que pour la plupart, vous avez des capitaux qui, vous vous dites, même pour vous en soi, si vous les perdez, ça pourrait vraiment vous embêter. Donc, à un moment donné, il faut commencer à se dire, OK, on est avant le halving, c'est une bonne chose. On a commencé à s'intéresser avant le halving. Donc, c'est maintenant qu'on peut essayer de prendre des bonnes positions. Et donc, moi, personnellement, c'est pour ça que je vous ai mis ici le petit accompagnement personnalisé. Vu que les meilleures zones de prix sont en ce moment, les meilleures positions que vous allez pouvoir prendre, elles sont en ce moment même. Donc, pour les personnes qui clairement sont arrivés jusque-là, qui ont regardé toute l'interview, vous avez cet accompagnement personnalisé, il est gratuit, c'est juste là. Donc, à un moment donné, les amis, vraiment, n'hésitez pas. Je vais vous prendre directement avec plaisir et je vais vous aider à faire en sorte de rectifier le tir pour ne pas réaliser d'erreurs et surtout pour vous mettre en sécurité. Et puis pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le halving, on n'a plus le temps de vous l'expliquer, mais vous pouvez aller sur ma chaîne, donc Crypto Formation Continue sur YouTube, vous trouverez des vidéos qui vous expliquent tout. Écoute Adam, je te remercie beaucoup pour ton temps. Comme on le disait, on sait que c'est très précieux. Alors un grand merci à toi. J'espère qu'on va se revoir pour le prochain sommet en 2024. Yes. Yes, complètement. Écoute, merci à toi déjà de l'invitation. Clairement, ça fait plaisir. Et c'est une superbe initiative. Je te l'ai déjà dit l'année dernière, mais je te le redis parce que je le pense. C'est une superbe initiative de pouvoir tous nous réunir, entre guillemets. Quand je dis tous, je parle de différents intervenants, on va dire, sur le marché crypto. Mais surtout d'avoir chacun notre vision, d'avoir clairement ici la possibilité d'avoir des bonnes stratégies, de faire en sorte qu'on puisse aussi vous aiguiller pour toutes ces personnes qui sont un peu perdues sur le marché crypto. Donc, l'initiative est juste géniale. Et donc, voilà, moi, comme dit, ça m'a fait plaisir cette année, encore une fois, d'être présent. Et puis, ça me fera plaisir potentiellement d'être encore là l'année prochaine. Je te remercie beaucoup. Et puis, c'est vrai que j'essaie de faire en sorte d'avoir des cordes de spécialisation différentes. C'est-à-dire que si on regarde bien, on a l'impression qu'on fait tous la même chose, mais c'est pas vrai du tout. Aucun d'entre nous, aucun des intervenants que vous allez voir ce week-end ne fait la même chose. Aucun. Ouais, clairement. On a des domaines d'expertise très différents. Et il faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui, on parle pas d'expertise sur le marché crypto-monnaie. Parce que dans le marché crypto-monnaie, il y a plusieurs branches. Et donc, on peut avoir à chaque fois un expert sur plusieurs branches. Et donc, c'est ça qui est super intéressant dans ce sommet, c'est que on a à chaque fois des experts dans des branches différentes. Et quand on prend chacune de ces branches, on commence à se rapprocher d'un investisseur plus complet et aussi d'un expert sur le marché crypto-monnaie un petit peu plus de manière globale. Alors, merci beaucoup, Adam. Je te rends ton temps. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.
Il n'y a pas de Nickel. faute d'orthographe parce que je suis nulle en orthographe. Réservé. Réservé, tu peux mettre un Z. Je suis nulle en orthographe, c'est pas mon truc. Ah bah écoute, chacun Non. son domaine. Voilà, exactement. Puis on s'en fout maintenant, il y a ChatGPT. J'ai Clairement. remarqué que ChatGPT fait beaucoup de fautes en fait. Il Ah fait oui, des fautes d'orthographe, ouais. c'est Et vrai des fautes qu'il que je suis est. capable de remarquer, alors imagine. Ouais. Alors Adam, est-ce que tu peux te représenter rapidement? Attends, je la refais. Tu sais, quand tu veux parler trop vite, ben, Ah oui, ah oui, oui. Le corps, il suit pas le cerveau. Et 3, j'ai perdu ce que tu as dit tout à l'heure. Les émotions. Merde.